Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Sidonie. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon, Sidonie Mérieux. Vous êtes la cofondatrice de Hair Value. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Exactement. Donc, je suis hyper contente de vous parler ce matin. Je pense que ça va passionner nos auditrices. On va parler de gouvernance en entreprise, conseil d'administration, législation, place des femmes au plus haut sommet dans l'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez fondé ce cabinet il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avec une autre femme qui est à vos côtés. Tout à fait. Votre associée, on va en parler. Mais Sidonie, j'avais envie de vous entendre ce matin pour qu'on parle un petit peu de tous ces sujets, évidemment, qui paraissent loin de nous et en même temps qui sont très concrets. On parle de plafond de verre, on parle de progression dans l'échelle sociale dans l'entreprise. Mais première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors oui, je pense que je suis une femme engagée. C'est un processus qui a été incrémental chez moi. Je ne suis pas née engagée, je le suis devenue. Et je le suis devenue par des rencontres et puis par l'effet de la vie, et notamment le jour où j'ai été parent, où j'ai été maman, avec une responsabilité qui était différente. Donc aujourd'hui, je suis engagée auprès des femmes, et notamment des femmes qui veulent rentrer dans les conseils d'administration et exercer ce rôle d'influence qui est celui des conseils d'administration, un rôle décisionnaire aussi, collégial, mais décisionnaire. Et puis je l'ai été et je le suis toujours auprès des plus jeunes sur des sujets d'éducation et d'égalité des chances. Ah oui, donc c'est vraiment finalement, cet engagement, il se traduit dans votre vie quotidienne? On peut dire oui, ça comme il se traduit dans ma vie quotidienne, à la fois ma vie professionnelle par laquelle je gagne ma vie, et puis ma vie qui me nourrit intellectuellement avec des engagements bénévoles. C'est intéressant que vous disiez, je n'étais pas engagée, je le suis devenue. Quand vous êtes devenue maman? Alors oui, probablement. Enfin, je ne peux pas forcément le dater, mais en tout cas, quand j'ai pris conscience de la responsabilité qui était la mienne, c'est-à-dire d'être citoyenne et puis d'être parent, et d'avoir comme rôle de pouvoir accompagner des enfants dans la liberté de penser pour pouvoir les accompagner à faire les meilleurs choix. Et je me suis dit que voilà, c'était aussi le moment de pouvoir m'engager. Vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes, visibles dans l'espace public, dans le débat public en France aujourd'hui? Alors, jamais assez, mais quand même beaucoup plus. Donc, je suis assez positive sur le sujet des femmes, que ce soit à des postes de direction, des postes dans les conseils d'administration et aussi dans la prise de parole dans les débats publics. Elles le font peut-être souvent de manière moins visible que les hommes, mais en tout cas, elles sont présentes et leur pouvoir d'influence, il est majeur. Alors, on va en parler tout à l'heure. Vous avez justement précisément créé un cabinet pour accompagner les entreprises dans toutes ces démarches-là. Et vous avez aussi co-construit, enfin je ne sais pas comment on dit, mais vous avez inventé une formation que vous avez fait en partenariat avec l'EM Lyon. J'aimerais qu'on en parle également. Mais Sidonie, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de quoi, de faire quoi plus grande? Vous aviez un rêve? Des rêves, je ne sais pas, plusieurs. Oui, j'en avais deux. Le premier, c'était d'être dans la diplomatie internationale. C'est quelque chose qui me fascinait, en fait. Aussi parce que j'aime voyager, je pense, mais de pouvoir découvrir d'autres cultures et de pouvoir représenter mon pays à l'étranger, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis le deuxième, il est complètement anecdotique. Et voilà, mais je ne voulais pas être une fée, mais j'aurais rêvé présenter le JT de 20h. Ah oui, très bien. C'est concret, c'est pragmatique. Donc ça, c'était vos rêves de petite fille. Oui. Et alors, vous avez fait quoi comme études? Alors, moi, je suis originaire de Saint-Étienne. J'ai vécu à Saint-Étienne. J'ai fait une année de prépa. Et ensuite, je suis venue à Lyon, où je suis rentrée à l'IAE de Lyon 3 en maîtrise de sciences de gestion. Et ensuite, j'ai fait une année de DEA. Donc, ça donne mon âge quand je dis ça. On est plein à qui ça parle encore. Il n'y a pas de problème avec ça. Un DEA de sciences de gestion qui était en partenariat entre Lyon 3 et l'EM Lyon. D'accord. Voilà, et puis j'ai démarré ma carrière. Alors, attendez, ça veut dire que du coup, quand vous grandissez, vous êtes adolescente, lycéenne. Là, vous vous dites, vous avez envie d'aller déjà dans le monde de l'entreprise. Oui, le monde de l'entreprise, bien sûr. Oui, le monde de l'entreprise et le monde de l'entreprise
ouvert à l'international. Ah c'est ce qui m'intéressait. Oui, il y avait quand même ce prisme-là. J'ai essayé de partir dès que je pouvais, et de la maison, et de faire des stages à l'étranger. Enfin voilà, le monde m'attirait. J'étais très attirée par la découverte du monde. Donc vous faites vos études dans le milieu économique, des sciences de la gestion, etc. Vous continuez, vous faites ça. Et votre premier job, c'est quoi? Mais mon premier job, il était aux États-Unis. Ah oui, d'accord, directement. Ouais, directement. Je suis partie à Chicago tout de suite après, à la fin de mon DEA. Et j'ai travaillé à la fois chez Air France en marketing et puis ensuite à l'Alliance française de Chicago pour m'occuper des événements pour la communauté américaine qui était francophile et francophone. Faire venir un peu la France au sein de la ville de Chicago. Voilà, ça a duré 1 an et demi et c'était une super expérience. Et c'est plutôt qui vous donne votre chance à ce moment-là? Est-ce que c'est vous qui ouvrez des portes? Est-ce que c'est des hommes, des femmes qui vous tendent la main? Comment ça se passe? Non, alors là, la porte, elle s'est ouverte parce qu'il y avait un service carrière à l'EM Lyon qui était bien fait et qu'il y avait cette offre d'emploi d'Air France et j'ai candidaté. Et vous avez été prise? Et j'ai été prise. Ah oui, ok. Et donc là, hop, direction les États-Unis, vous faites ça pendant 1 an et demi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, entre-temps, j'ai rencontré ma moitié. On est rentré à Paris. Là, j'ai démarré dans une agence de marketing opérationnel où c'était très opérationnel, c'était très intéressant parce que quand on sort des études, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, c'est bien d'apprendre sur le terrain la réalité des entreprises. Donc, j'ai fait ça quelques années. Et après, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin une femme extraordinaire qui s'appelle Anne Méo, qui a créé une magnifique agence de communication institutionnelle, de communication de crise, de lobby politique, qui s'appelle Image 7, et qui m'a proposé de la rejoindre. Et j'ai passé quelques années dans cette structure, et je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Extraordinaire. À ses côtés. C'est vraiment la déesse de la communication publique et politique. Donc c'était à la fois l'ouverture sur ce monde des grands patrons que je connaissais peu, l'intérêt de pouvoir travailler sur leur image, sur leur communication, qui est aujourd'hui le rôle de l'entreprise a changé, donc évidemment qu'ils doivent être très précautionneux sur la façon dont ils s'expriment dans les médias et puis même vis-à-vis de leurs actionnaires. Donc j'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant, et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'intérêt et du rôle des conseils d'administration, parce que je pouvais entendre on ne peut pas faire telle chose ou telle chose parce qu'on attend l'avis du conseil. Et donc là, je me suis penchée sur mais qu'est-ce que c'est que ce conseil d'administration qui finalement est très décisionnaire dans les faits des entreprises. Et donc j'ai découvert ce monde plutôt masculin à l'époque. Oui, c'est ça, bien sûr. Plutôt masculin des conseils d'administration et de son fonctionnement. Mais avec un sacré rôle modèle, parce que pour le coup, Anne Méo, elle dénote dans le panorama très masculin des cercles d'influence. Oui. Enfin, c'est pas qu'elle dénote, en tout cas, elle a toute sa place. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Oui, mais c'est une personnalité, elle n'a pas peur. Enfin, c'est pas quelqu'un qui non, qui mais se pose trop de questions. Le courage est une notion qui est extrêmement importante dans la vie professionnelle. Donc vous faiite cette plongée comme ça à ce moment-là dans cet univers et donc dans tous ces codes que vous découvrez, c'est ça, des conseils d'administration. Donc ça ouvre une petite fenêtre, une petite porte en moi en me disant tiens, la gouvernance m'intéresse. Et puis ensuite, on décide de rentrer à Lyon avec mon mari. Et là, je m'engage pour la première fois dans une structure associative qui s'appelle Sport dans la ville, que vous devez connaître dans la région. Donc, magnifique association d'insertion par le sport. Ce qui m'a touchée, c'est évidemment de pouvoir découvrir ce monde des quartiers sensibles qui n'était pas le mien d'origine. Et puis de pouvoir mettre au service d'un projet social des outils de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai aimé dans les fondateurs de Sport dans la ville, c'est d'avoir une approche très entrepreneuriale d'un projet social. En tout cas, on parlait le même langage, donc ça m'a interpellée. Donc je les ai rejoints pendant plusieurs années. J'avais la direction de la levée de fonds de la structure à cette époque auprès des partenaires privés. Donc d'aller voir les chefs d'entreprise, les fondations d'entreprise pour présenter le projet qui était celui de Sport dans la ville et leur demander un accompagnement et un engagement financier à nos côtés. C'était des années extrêmement intéressantes, très apprenantes, qui m'ont aussi permis d'avoir plus d'humilité par rapport à ma vie de citoyenne à Lyon. On n'a tous pas la même chance et c'est bien dommage.
Voilà, et ce qui m'a interpellée aussi à Sport dans la ville, c'était que, évidemment, par le biais du sport et notamment du football, il y avait surtout des garçons qui étaient bénéficiaires de la structure d'accompagnement de l'association. Et du coup, j'ai œuvré avec les équipes pour pouvoir créer un programme féminin qui s'appelle Elle dans la ville maintenant et qui existe depuis longtemps et qui fonctionne très bien, en utilisant d'autres sports que le football qui était un peu réservé, surtout en pied d'immeuble dans nos quartiers, aux garçons. D'autres sports comme le hip-hop, comme la danse, comme le basket. Et pour pouvoir faire venir des jeunes filles dans l'association et leur offrir à elles aussi un avenir un peu meilleur. Ah oui, donc c'est une vraie prise de conscience, un peu itérative, au gré de vos opportunités professionnelles, finalement. Et 2011, donc j'étais toujours à Sport dans la ville, 2011 est votée à l'Assemblée nationale la loi Copé-Zimmermann, donc qui, je vous le rappelle, impose un quota de 40% de femmes dans les sociétés, au démarrage pour les sociétés cotées et très vite pour les sociétés non cotées également, qui remplissent 2 critères, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés. Et donc là, ça a été une évidence. Je me suis dit, c'est le moment de créer, l'entrepreneuriat m'avait toujours attirée, c'est le moment de créer quelque chose qui va pouvoir accompagner ce mouvement de féminisation des conseils d'administration qui de toute manière doit être obligatoire puisqu'il est réglementé par une loi. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai créé Our Value. Mais c'est vraiment une conviction profonde d'un besoin d'accompagner les femmes. Alors, moi, j'ai quand même globalement je me suis autorisée à avoir la liberté de faire ce que j'avais envie de faire, sans trop d'autocensure. D'accord. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais, sans trop d'autocensure, globalement. Et je crois que c'est une chance parce que je suis très heureuse aujourd'hui de ce que je fais, de ce que j'ai fait, de ce que je vais encore faire. Et mon ADN, c'est vraiment de me dire, toute femme qui a envie doit pouvoir y arriver. Voilà. Et évidemment, sous-entendant qu'elle ait les expertises, les expériences, etc. Évidemment. Mais si elle en a envie, si elle en a la volonté et qu'elle coche les cases qui sont attendues par rapport à son activité professionnelle, je ne vois pas pourquoi elle n'y arriverait pas. Et donc, c'est ça votre moteur. Mon moteur. Mais c'est assez singulier parce que votre carrière professionnelle s'est faite dans des sphères très différentes. Très dur, très compétitif. Enfin, Admeo, c'est une exigence reconnue dans le milieu professionnel. C'est des codes difficiles. Enfin, je veux dire, il faut extrêmement travailler. Je ne sais pas si c'est difficile ou c'est exigeant, mais tout milieu professionnel est exigeant. Et voilà, ça demande du travail, du courage et puis d'être aligné. Mais je pense que c'est commun à toute personne qui... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous passez par exemple, de ce secteur-là à Paris à toute autre chose quand vous arrivez à Lyon. Donc, un travail dans une fondation, aller chercher de l'argent, c'est encore une autre façon de fonctionner. C'est jamais évident. Puis après, hop, vous faites encore un autre pas, vous sautez sur un autre... Enfin, vous lancez dans un énorme projet de créer votre structure. À aucun moment, vous vous dites, voilà, mais est-ce que je suis légitime à le faire? Est-ce que je vais y arriver Alors, est-ce que je vais y arriver? Si, ça, je me pose quand même la question. Est-ce que je suis légitime? Si, je me la suis posée, évidemment. Mais ça a fonctionné assez rapidement. Donc, en tout cas, j'ai vu dans cette loi une opportunité de marché, en fait. Donc, j'avais quand même des signaux qui étaient au vert. C'est-à-dire que j'avais connaissance de quelques patrons. Le sujet de la gouvernance m'intéressait. Il y avait cette loi qui a permis vraiment de créer Our Value, parce que sans la loi Copé-Zimmermann, je n'aurais évidemment pas pu le créer. Et puis mon appétence qui est aussi d'aller à la rencontre des autres et de pouvoir identifier des femmes qui avaient envie justement d'endosser ce rôle d'administrateur dans les sociétés. Donc ça faisait pas mal de signaux qui étaient, de planètes qui étaient alignés. C'était le bon moment et j'ai pas hésité très longtemps. Alors, quand vous créez cette société de conseil, vous partez avec une autre femme? Non, je pars toute seule au démarrage. Je suis partie toute seule au démarrage.
Au même moment, je vous le dis parce que ça a son importance, Jean-Michel Aulas m'a demandé de le rejoindre dans le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Donc c'était aussi pour moi une manière d'endosser le rôle d'administrateur et donc de pouvoir avoir un cabinet de recrutement en connaissance que les personnes que j'allais présenter allaient devoir faire dans leur rôle. Donc c'était aussi un sujet de réassurance sur mon modèle. Et puis au bout d'1 an, là aussi c'est par le biais d'une rencontre, j'ai rencontré Anne-Sophie Fauvet, qui travaillait déjà sur la féminisation pour sa famille. Dans le Nord, et je lui ai dit, on a discuté longuement, et à la fin de la conversation, je lui ai dit, mais rejoins-moi, et puis on fait ça ensemble, et de toute manière, ça a été un excellent choix, parce qu'on est meilleur à 2 que tout seul. Oui, c'est ça. Ça, c'est une certitude. C'est bien de pouvoir confronter ses idées, de pouvoir avancer à 2, pouvoir s'épauler aussi quand il y a des petits coups de bourre. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, ce que vous disiez, c'est qu'au démarrage, finalement, vous avez aussi expérimenté le rôle d'administratrice dans un conseil d'administration. Et c'est ça aussi qui a été un peu le déclencheur de toute la réflexion après que vous allez mettre en place. Ça s'est fait en même temps. Ça s'est fait en même temps. Et c'était super que ça se fasse en même temps. Ouais. Et là, après, donc là, le démarrage de votre activité, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. Oui, au démarrage, c'était vraiment du recrutement. Enfin, c'est un cabinet de chasse classique. Hein. Donc voilà, j'ai quelques entreprises de la région qui m'ont appelée en me disant, effectivement, il faut qu'on passe à l'acte de la féminisation dans notre conseil d'administration. On n'en a pas. Donc moi, ce que je leur ai demandé, à l'époque, c'est d'auditer leur conseil, c'est-à-dire d'être en capacité à me dire, très bien, au vu des compétences qui sont déjà autour de la table, qu'est-ce qui manquerait comme expertise par rapport à la stratégie de votre entreprise à court, moyen et long terme? Et moi, mon rôle a été d'incarner ces compétences et ces expertises dans des profils féminins. Ah oui, ok. Voilà. Donc, je suis pas partie du genre, je suis partie du besoin fondamental de l'entreprise. Ce qui manquait. Voilà, pour pouvoir l'incarner dans un profil féminin. Et qu'est-ce qui est difficile à ce moment-là? Est-ce que c'est difficile de trouver des profils féminins? Non. Non, non, c'est pas difficile de trouver. Mais non, il y a des talents de partout. Il faut aller les chercher. Enfin, en tout cas, c'était il y a 14 ans, c'était 2011. Donc, voilà, il n'y avait peut-être pas la visibilité qu'il peut y avoir aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas non plus aussi les mêmes médias. Oui. Non, mais surtout, les femmes, souvent, ne connaissent pas forcément les rôles d'administrateurs dans les conseils d'administration, d'autant qu'elles n'y avaient pas accès. Oui, alors, c'est aussi pour ça que la deuxième étape de Her Value est arrivée. C'est qu'au démarrage, je rencontrais des femmes très talentueuses qui avaient académiquement, qui étaient top niveau, qui avaient des rôles de dirigeantes dans des belles structures. Et quand je leur proposais de rentrer dans un conseil d'administration, il y avait beaucoup d'intérêt de leur part, mais il y avait beaucoup de questionnements sur OK, ça m'intéresse, mais finalement, comment ça fonctionne un conseil d'administration? Quel est le rôle de l'administrateur indépendant? C'est un organe collégial? Quelle est la bonne posture à avoir? Enfin, des tas de questions très légitimes. Et ces questions-là, je me suis dit, je ne peux pas répondre à tout, parce que je ne sais pas tout. Donc, c'est à ce moment-là que je suis retournée voir mon école, notamment l'EM, en leur disant, voilà, j'ai besoin de votre expertise pédagogique pour pouvoir construire un programme en gouvernance pour accompagner ce mouvement féminin. Et moi, je vous fournis les candidates. Voilà. Oui, c'est comme ça que le projet de formation avec le M Lyon est né. Ah oui, donc vous partez toujours du besoin. Toujours. Et vous trouvez une solution. Ou pas, mais j'essaye. Oh bah si, la plupart du temps quand même, on trouve. Je pars toujours du besoin. Et alors, est-ce que c'est vrai cette anecdote dont on raconte partout à Lyon, qu'au démarrage de cette formation, finalement, donc vous formiez des femmes, et puis qu'en fait, dans les conseils d'administration, les messieurs se sont remis en question en se disant, mais c'est vrai ça, il y en a qui se forment, mais du coup, les femmes sont arrivées dans les conseils d'administration beaucoup plus affûtés finalement que les messieurs qui s'étaient un peu installés dans les fonctions sans trop se remettre en question, et que finalement ils sont eux aussi retournés parfois se former. Alors je ne connais pas le lien de cause à effet entre effectivement le fait que les hommes... Aujourd'hui la formation elle est complètement mixte depuis 5 ans. D'accord. Je pense que c'est lié à 2 choses. Peut-être effectivement que certains hommes ont vu des femmes arriver qui étaient formées. Alors c'est pas parce qu'on est formé qu'on est meilleur administrateur, mais en tout cas, y a des pièges dans lesquels on ne tombe pas. Je pense qu'en termes de posture, quand on est formé, on fait moins d'erreurs. D'accord. Mais c'est aussi le rôle de l'entreprise qui a changé.
aujourd'hui. On ne demande pas... les sujets des conseils d'administration dans les entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus vastes et transverses que ce qu'ils pouvaient être il y a 15 ans. Okay. Et je mets tout ce qui est l'impact, la CSRD, les futurs durables, les business models, toute la durabilité, la sustainability. C'était des choses qui, il y a 15 ans, étaient naissantes. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans les conseils d'administration. Et voilà, le rôle de l'entreprise a changé. Donc, le rôle du conseil d'administration a changé. Et c'est peut-être aussi une prise de conscience d'une nécessité de professionnaliser le rôle d'administrateur. Oui, finalement, c'est d'où le fait que les hommes soient venus. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous venus en se disant « je veux faire comme les femmes, elles se sont formées, moi aussi ». C'est juste que le rôle a changé et nécessite, si on veut faire les choses très sérieusement, et de manière exhaustive, de pouvoir suivre une formation qui n'est pas obligatoire. Hein, je le dis, c'est pas parce qu'on fait la formation qu'on trouvera un mandat, et c'est pas parce qu'on ne fait pas de formation qu'on ne trouvera pas de mandat d'administrateur. Mais voilà, ça participe d'une démarche personnelle de se dire, je veux endosser ce rôle qui est responsabilisant, donc je le fais bien, donc je me forme sur le sujet. C'est intéressant parce que finalement, ça, en vous écoutant, je me disais que le bouleversement que connaît l'entreprise sur tous ces sujets de l'impact que l'entreprise peut avoir dans le monde, etc., finalement, c'est arrivé en même temps que ces lois de féminisation des conseils d'administration. Donc, il y a eu un peu un mélange de sujets importants qui ont un peu rebattu les cartes, finalement, c'est ça ? Oui. Oui. Et puis, je le dis souvent, en 2011, quand la loi a été votée, avant que les femmes fassent leur rentrée de manière massive dans les conseils d'administration, le critère de sélection d'un bon administrateur était d'avoir une direction générale. Donc, on était DG d'une boîte, on pouvait légitimement prétendre à rentrer dans un conseil d'administration d'une autre société. Quand la loi Copé-Zimmermann a été votée, il y avait statistiquement pas suffisamment de femmes DG que de postes d'administrateurs vacants qui allaient arriver. Donc de toute manière, le curseur devait aller se positionner sur autre chose. Okay. Et c'est là qu'il est venu se positionner sur des expertises de métiers, de secteurs d'activité, mais aussi, je ne sais pas comment le verbaliser, mais des expertises sur le temps de l'entreprise, c'est-à-dire... si c'est une société qui a décidé de grossir par croissance externe, d'avoir une experte de la croissance externe dans son conseil, ça a du sens. Si c'est une société qui veut aller se coter sur une bourse, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait plusieurs IPO, c'est aussi une expertise. Voilà. Donc du coup, on a pu aller chercher des profils plus experts, peut-être moins transverses, mais plus experts sur une notion qui est stratégique pour l'entreprise. Mais alors, à l'aune de votre expérience, de votre retour d'expérience, puisque ça fait une quinzaine d'années que vous avez à la fois ce cabinet, que vous faites des formations, que vous les suivez, aujourd'hui, vous diriez elles apportent quelque chose de singulier, les femmes, dans les conseils d'administration, ou c'est juste elles apportent leurs compétences et il n'y a pas de différence ? J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Par définition, les femmes apportent autre chose puisqu'on n'est pas homme et les hommes ne sont pas femmes. Donc voilà. Après, dire quoi, je n'aurais pas la prétention de le dire. En tout cas, elles apportent une forme de point de vue, de diversité de réflexion. Alors, il y a la diversité de genre, mais aussi la diversité de nationalité. On a vu aussi dans les conseils d'administration des personnes issues d'autres pays qui ne parlaient pas la même langue, mais dans laquelle il y avait des intérêts économiques qui sont rentrés dans les conseils. On voit aussi un rajeunissement des conseils qui ont nommé des gens plus jeunes parce que leur cible principale, c'est justement ces personnes-là. Donc la diversité, de toute manière, qu'elle soit de genre, de nationalité ou de génération, elle est créatrice de valeur parce qu'elle fait confronter des points de vue complémentaires. Voilà. Et vous diriez que les femmes, elles ont quoi comme frein d'une manière générale ? Est-ce qu'il y a des choses, des caractéristiques qui reviennent dans les formations que vous faites suivre ou dans les femmes que vous pouvez accompagner sur les mandats que vous leur proposez ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent et qui sont plus prégnantes chez les femmes ?
Les femmes n'aiment pas le mensonge en général. Je ne dis pas que les hommes les aiment, hein. Mais enfin voilà, jamais j'oppose, hein, parce que de toute manière, les femmes d'un côté on fera rien, les hommes d'un autre côté on fera rien. Donc c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Donc j'opposerai jamais les hommes et les femmes. C'est pas mon propos, c'est pas voilà, ça m'intéresse pas. Mais il y a des sujets comme oui le mensonge et l'alignement qui sont peut-être plus présents chez les femmes que chez les hommes. Est-ce qu'elles ont des réticences à exercer finalement des responsabilités avec une forme de pouvoir? Parce que c'est aussi une forme de pouvoir, le conseil d'administration. On dit souvent que les femmes, elles ont plus de mal à exercer ou à admettre ou à accepter qu'elles sont en position de pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, le conseil d'administration, par définition, c'est un organe collégial. Donc c'est un homme, une femme, une voix. Donc, une voix seule, elle ne compte pas. Elle va compter si elle a l'adhésion des autres pour faire passer son idée. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ce n'est pas un exercice du pouvoir seul, isolé. Ouais. C'est un exercice de pouvoir d'influence. Et là-dessus, je trouve qu'on se débrouille. On se débrouille bien. Ouais. Vous leur donneriez quoi comme conseil aux femmes qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie de prendre plus de responsabilités, d'aller s'intéresser à ces mandats d'administratrice? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que ça nécessite, j'imagine, d'avoir déjà un parcours professionnel aguerri? Enfin, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil? Oui, alors pour rentrer dans un conseil d'administration, alors après, il y a plusieurs mondes, hein, dans le monde des conseils d'administration. Il y a le monde du CAC 40 qui est... voilà, le haut de la pyramide. Ouais. Et puis, bon, mais ce n'est que 40 entreprises en France. Ça limite. Voilà, après, il y a le monde des sociétés cotées, donc du SBF 120 aux plus petites capitalisations boursières, qui ont l'avantage d'avoir une réglementation très assidue sur les conseils d'administration, donc un cadre qui est réglementé d'ailleurs par la FEP-MEDEF ou Middlenex, qui sont les codes de gouvernance de référence, donc qui permettent de cadrer les choses. Et puis après, on a le monde des entreprises non cotées, et là, ça peut aller de la petite PME à l'énorme TI qui reste avec un capital non ouvert au public. Et donc, les formes de gouvernance, elles sont très variées. Donc, ça dépend vraiment de l'actionnariat, évidemment, et puis du président. Parce que j'aime bien dire qu'à chaque président, un conseil d'administration, ça reste quand même même s'il y a des figures imposées, ça reste quand même une histoire de relation entre un groupe d'hommes et de femmes pour arriver à prendre les décisions qui vont faire en sorte que l'entreprise va être pérenne sur les prochaines années. Donc l'intuitu personné, il est aussi très fort. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, le dire. Si vous cherchez à rentrer dans un conseil d'administration, il faut le dire parce que c'est pas une évidence. Voilà, dire que ça vous intéresse. C'est aussi se renseigner sur le sujet. Voilà, qu'est-ce que ça sous-entend que d'être administrateur d'une entreprise, hein? On est mandataire social, donc il y a une vraie responsabilité. Après, il y a d'autres formes de gouvernance où sont des organes qui sont moins réglementés, où il y a une responsabilité un peu moindre. Mais en tout cas, le rôle de l'administrateur indépendant, il est engageant, il est responsabilisant. Donc, c'est aussi se renseigner sur ce que ça veut dire. Donc, c'est en ça où la formation est intéressante aussi, hein, parce qu'elle permet de bien comprendre l'écosystème des conseils d'administration. Et puis après, c'est de commencer à s'engager. Et on peut aussi démarrer avec un premier mandat bénévole dans une structure associative avec laquelle on a une appétence particulière. Le plus dur, c'est de trouver son premier mandat. Une fois qu'on en a un, on connaît mieux la fonction et puis ça nous permet d'en trouver d'autres. Donc voilà, c'est aussi une manière de mettre un premier pied à l'étrier en prenant des mandats bénévoles ou des mandats dans les entreprises. Hein. Quand on est salarié d'une entreprise, on peut aussi siéger dans le conseil d'administration d'une JV et représenter la société dans ce conseil d'administration. C'est aussi dans les syndicats professionnels, enfin MEDEF, CGPME, Chambre de commerce. Voilà, c'est des élections, c'est intéressant de pouvoir s'engager de cette manière-là aussi. Donc ça veut dire quelque part changer aussi sa posture et se tourner vers les autres finalement, vers le monde qui nous entoure peut-être.
En tout cas, la posture d'administrateur, elle est radicalement différente d'une posture de cadre exécutif opérationnel, puisque par définition, on est non exécutif, donc on n'est pas opérationnel. C'est sûrement ce qui est le plus dur à faire, c'est d'enlever les mains et voilà, laisser faire le management qui est souverain pour le faire, et vraiment d'être en accompagnement, en contribution très différente d'un CODIR ou d'un COMEX. Donc si on veut plus d'informations, on ira voir sur le site de Airvalue. Oui, sur le site de Airvalue, sur le site de M Lyon, pour voir la formation, elle s'appelle Objectif Conseil d'administration. Et Sidonie, dernière question de l'émission, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans le débat public, dans l'espace public? Est-ce que vous avez une idée à nous partager? Alors, j'en prendrai deux, parce que je suis présidente de la fondation Jacques Cartier, qui favorise les relations entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec. Et donc, c'est toujours bien de pouvoir aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et il y a une initiative au Québec qui est formidable, qui est une plateforme, en fait, nationale, québécoise, et qui va référencer toutes les femmes chefs d'entreprise du Québec, avec des outils qui permettent de les identifier par rapport à leur expertise, leur secteur d'activité. Et c'est presque devenu un réflexe maintenant pour les entrepreneurs québécois d'aller chercher les talents sur cette plateforme. D'accord. Donc, ce serait génial d'avoir en France, parce qu'on a des outils un peu régionaux. Il y a plein d'initiatives hyper intéressantes, et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces sujets, mais d'avoir quelque chose de national qui puisse être porté par le gouvernement, pour identifier ces profils-là et pouvoir les référencer sur un seul guichet. Quoi. Voilà. Ça, et puis la deuxième mesure là, c'est dans la continuité de la loi Copé-Zimmermann. Ce serait peut-être d'arriver à sélectionner chaque année des femmes qui vont candidater un appel à candidature, en fait, pour devenir potentiellement administrateurs, leur offrir un parcours de formation et puis du mentorat, parce que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir du mentorat par des administratrices ou des administrateurs expérimentés. Et puis peut-être... pas imposer, j'aime pas imposer aux entreprises, mais fortement recommander aux entreprises de consulter ce fichier-là en cas de renouvellement de mandat. Et puis, s'ils ne trouvent pas dans ce fichier-là, peut-être de justifier pourquoi. Mais en tout cas, c'est juste pour donner un peu la chance aux femmes qui sont peut-être moins visibles, qui n'ont pas leur premier mandat et qui néanmoins seraient d'excellentes contributrices dans les conseils d'administration. Très bien, on va noter avec intérêt ces mesures dans notre futur livre blanc. Sidonie, merci beaucoup d'être venue prendre votre café ce matin au Café des Lyonnes. Avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Merci.